Pour moi. Quand tu veux, CJ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sidjuron, et merci à vous de consulter cette première vidéo récap d'une capsule, capsule qui est un média animé par Dizrak sur le Discord de Sidjuron, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord puisque eh bien, vous pourrez avoir chaque mois une petite présentation comme ça qui est animée par quelqu'un, ou même vous-même, vous pouvez demander à pouvoir faire une présentation. Je laisse Dizrak vous en dire un petit peu plus, et encore merci à toi d'animer tout ça. Bah, merci surtout à la CJ Corp de pouvoir hoster cet événement. Ouais, donc Capsule, c'est une petite émission de entre 40, ouais, une demi-heure et une heure tous les mois. Normalement, c'est plutôt en fin de mois, mais là, exceptionnellement, on l'a fait en tout début. Et c'est sur un sujet qui vous plaît, donc ça peut être extrêmement varié du moment que ça respecte évidemment la bienséance et les règles du Discord. Je serai accompagné de Andrew pour le co-host, cas où il y aurait besoin de quoi que ce soit. Et donc le sujet d'aujourd'hui, donc pour le début de la nouvelle saison de Capsule, c'est donc l'héraldique. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'héraldique? L'héraldique est un domaine à la croisée de l'histoire, de l'art et du symbole. Né au Moyen-Âge, elle a d'abord servi à identifier les chevaliers sur les champs de bataille, avant de devenir un langage universel, utilisé par les familles nobles, les villes et les institutions. Au fil des siècles, elle a évolué, s'est codifiée, puis a traversé la Révolution pour réapparaître sous de nouvelles formes. Aujourd'hui, même si nous portons plus de blasons sur nos boucliers, leur code visuel et symbolique se retrouve encore dans nos armoiries, nos drapeaux et même nos logos modernes. La présentation que je vous propose ce soir va vous permettre de découvrir ce qu'est l'héraldique, son histoire, ses règles, ses symboles, ainsi que des exemples concrets qu'on verra à la fin, qui témoignent toujours de son héritage vivant. Donc, on va voir ça en 9 parties, plus ou moins longues. Donc, évidemment, en premier, l'introduction, puis la naissance de l'héraldique, son évolution, la structure de l'écu. Donc, l'écu, c'est ce qui représente l'héraldique dans l'imaginaire collectif. Les différentes couleurs que l'on peut associer à cet écu. Les meubles que l'on peut mettre sur l'écu. Donc, les meubles, vous verrez, en fait, c'est comme des figures. Le langage du blason, parce que en fonction de la couleur des meubles et de leur emplacement, ça veut dire des choses en fait. Ensuite, la symbolique et les fonctions de ces meubles, de ces couleurs et de ces emplacements. Et enfin, comme je disais, des exemples et la conclusion. Introduction donc. L'héraldique est à la fois une science et un art, je le disais. Elle repose sur des règles précises qui permettent de décrire, de comprendre et de reproduire un blason sans ambiguïté. On peut la voir comme une véritable langue visuelle, codifiée et universelle dans l'Europe médiévale. A l'origine, son rôle principal était l'identification. Dans un monde où les chevaliers portaient des armures fermées, le blason servait à reconnaître son allié ou son seigneur, aussi bien dans les tournois que sur les champs de bataille. Mais son usage s'est rapidement élargi. Des familles nobles, institutions religieuses, villes et corporations se sont dotées de leurs propres armoiries. Aujourd'hui encore, même si nous n'utilisons plus d'écus ou de bannières dans la vie de tous les jours, l'influence de l'héraldique est partout. Les logos d'équipes sportives, de marques ou encore les armoiries municipales en témoignent. Naissance et développement. Donc l'héraldique naît au XIIe siècle, marqué dans un contexte de tournois et de champs de bataille un peu généralisé. Les chevaliers portaient des armures intégrales qui masquaient totalement leur visage, comme on peut le voir sur la petite enluminure derrière. Il devenait indispensable de trouver un moyen visuel, simple et lisible de loin pour s'identifier. Les blasons, peints sur les boucliers et les bannières, répondaient à ce besoin immédiat. Rapidement, ce système d'identification dépasse le cadre militaire. L'héraldique devient un véritable langage compréhensible dans toute l'Europe médiévale, permettant de reconnaître une personne, une lignée ou une appartenance sociale. À partir du XIIIe siècle, donc assez rapidement, les clercs, les villes et même certaines corporations adoptent à leur tour des armoiries. Le blason devient alors non seulement un signe distinctif, mais aussi un symbole de prestige et de légitimité. Diffusion dans la société. À partir du XIIIe siècle, donc, comme je le disais, l'héraldique sort du cadre militaire pour s'étendre à toute la société médiévale. Les grandes familles nobles se dotent d'armoiries héréditaires qui deviennent signes de prestige et de pouvoir. Les clercs et les institutions religieuses adoptent également des blasons, que l'on retrouve sculptés dans la pierre des églises ou peints dans des manuscrits. Les villes, de leur côté, s'approprient l'héraldique pour symboliser leur autonomie et leur identité, donnant naissance notamment aux blasons municipaux.
Enfin, les corporations d'artisans et de marchands utilisent à leur tour les armoiries comme signe de reconnaissance et de légitimité dans un monde où l'image a autant de poids que la parole écrite. Ainsi, l'héraldique devient un langage partagé par toute la société médiévale, du plus puissant seigneur au plus humble artisan, et un marqueur d'identité collective. Donc ici, derrière, j'ai mis des armoiries que je pense vous reconnaissez assez facilement, qui sont des armoiries papales. Mais ici, c'est une armoirie d'une corporation de Paris. En fait, c'est une corporation de boulangers. Donc on peut voir les pelles à pain, enfin j'appelle ça comme ça, mais je ne sais pas si c'est le nom exact, avec les 3 miches de pain dessus. Donc vraiment, ça peut aller de la plus grande institution religieuse européenne à vraiment la corporation des boulangers du coin, quoi. Donc c'est vraiment très D'accord, très parce que large. moi je pensais que c'était la corporation des feux rouges là. Ouais, c'est uniquement rouge, hein, d'ailleurs. Et ils ne sont que rouges les feux. Ensuite, du coup, de la simplicité à la complexité. Les premiers blasons médiévaux sont très simples. Une ou deux couleurs, qu'on va appeler émaux ou métaux, une figure principale, donc on peut avoir des animaux, des astres, des fleurs également par exemple. Donc l'objectif est avant tout l'identification rapide sur le champ de bataille au début. Il faut que le symbole soit visible de loin, même dans la poussière ou sous la pluie. Par ici, donc ça c'est par exemple ici c'est le symbole du royaume de France, enfin c'est l'héraldique du royaume de France. Donc c'est un écu d'azur, donc fond bleu, semé de fleurs de lys d'or. Donc les fleurs de lys c'est le symbole et d'or c'est la couleur jaune. Donc ça symbolise vraiment c'est l'écu de la royauté française. Avec le temps vient la complexité. À mesure que les familles s'allient et se marient, les blasons se compliquent. On juxtapose les armes de plusieurs lignées. Donc ici au centre, vous avez, si je l'ai noté, voilà, c'est le blason d'Éléonore de Habsbourg, qui était la femme de François Ier, donc qui était également reine du Portugal et reine de Castille, de Léon. Enfin, elle avait plein de titres différents. Elle avait reine de Bourgogne également, je crois. Donc en fait, sur sa partie gauche, il y a sa partie reine de France, on va dire, et à droite, sa partie de naissance. Donc à gauche, la partie de mariage, à droite, la partie de naissance. On verra après que gauche et droite, ça porte des noms particuliers en héraldique. Tac, tac, tac. Et du coup, ensuite, on a une fonction symbolique et politique sur la droite. Donc ici, c'est le blason espagnol. Plus un blason est complexe, plus il exprime la puissance de la famille et ses possessions territoriales, ses alliances ou son histoire. Le blason devient donc une sorte de carte d'identité historique, et on peut bien le voir sur le blason espagnol ici. Je pense, si vous avez l'écran suffisamment grand, en fait, chacune des 3 couronnes est différente, pour représenter certainement royaume de Léon, Castille et Aragon. Mais ça j'en suis pas tout à fait sûr, mais c'est une conclusion Oui, que parce qu'il y avait la Navarre aussi, non? la Navarre, je crois que la Navarre c'est Mais elle a pas ce de couronne symbole du coup? ici. Écoute, je suis pas sûr de exactement les significations des couronnes, mais en tout cas la Navarre c'est cette petite chaîne. D'ailleurs Oui, cette bien sûr, chaîne là tout à fait. ça porte le nom de chaîne Navarrée ou quelque chose comme ça, mais ça porte Navarre dans le nom Hmm, du meuble. ok. Ensuite, révolution et époque contemporaine. Dans le contexte révolutionnaire, les armoiries sont perçues comme des symboles de l'ancien régime et des privilèges nobiliaires. Qu'est-ce qui n'a pas été symbole de ça? Les blasons sont donc abolis officiellement, voilà, remplacés par des emblèmes républicains, donc le coq gaulois, le bonnet phrygien ou le faisceau de licteur. Faisceau de licteur, c'est une genre de hache en fait, où le manche c'est plein de bouts de bois. En fait, on le voit même encore maintenant, c'est un des symboles de la République. C'est une genre de hache avec le manche qui est fait de plein de bouts de bois. De nombreux blasons sont martelés des façades et effacés des registres. Par contre vient l'Empire napoléonien par la suite. Napoléon Ier réintroduit des formes héraldiques mais adaptées à son système impérial. Par exemple, les armoiries impériales avec l'aigle, la couronne et le manteau d'azur semé d'abeilles d'or. Parce qu'on voit souvent l'aigle comme étant un symbole napoléonien, ce qui est vrai, mais le symbole napoléonien par excellence, c'est l'abeille, en fait. C'est vraiment quelque chose qui tenait énormément à cœur à Napoléon, c'est ce symbole d'abeille que l'on voit sur le dos du manteau, sur la partie rouge. On voit apparaître alors des blasons codifiés pour les dignitaires de l'Empire, qui tentent ainsi de recréer une noblesse d'État, qui ne serait plus une noblesse de sang, mais une noblesse de rang, entre guillemets. 19-20e siècle, on a la résurgence des blasons. Les villes et les communes reprennent leurs anciennes armoiries ou en créent de nouvelles afin d'affirmer leur identité civique. Les États modernes conservent ou réinventent leurs armoiries nationales. On a vu précédemment le blason de l'Espagne, mais il y a également le Royaume-Uni qui a réinventé son blason, ou la Russie, dû à ces différentes soubresauts internes.
Certaines familles continuent d'utiliser leurs armes à titre patrimonial comme marqueur d'histoire ou de tradition. Aujourd'hui, l'héraldique reste vivante dans les armoiries municipales, les symboles étatiques ou même dans les logos d'équipes sportives ou d'universités. On assiste à un regain d'intérêt, notamment à travers la généalogie des sociétés savantes ou les projets municipaux. Ici, c'est un blason municipal qui est actuel, hein, qui est toujours utilisé. Et Siji, est-ce que tu sais de quelle ville il s'agit? Est-ce que tu as une idée? Alors, j'étais en train de chercher, parce que Actibusimensis Urbs Fulget Massiliensis, donc alors, Voilà. j'étais déjà un peu indiqué par le blanc et le bleu, Ouais. du moins le bleu très azuré. Mhm. Et effectivement, ça, plus le trident, le trismégiste, et forcément Massiliensis, on va parier sur la ville de Marseille. Eh ben bravo, 10 points pour Gryffondor. C'est Ah ça. oui, super. C'était Allez. ça exactement. Oui, Dumbledore. Alors, l'écu et c'est parti. C'est la partie peut-être la plus technique de la présentation. L'élément central de l'héraldique, c'est l'écu. C'est un peu le bouclier sur lequel sont représentées les armes. Donc ça, c'est la forme la plus courante de l'écu, mais sachez qu'il en existe plusieurs dizaines, si on va vraiment dans dans l'extrême précision. C'est pas ce qu'on verra aujourd'hui. Ici, j'essaye d'être vraiment plutôt large. Donc, pas de shame hein, sur le taux de précision que je vais mettre là-dedans. Euh, Voilà, si vous voulez un autre épisode plus détaillé sur les héraldiques, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire oui, YouTube. Merci. exactement. Donc, on a plusieurs parties sur l'écu, comme je disais. On a le chef, donc c'est la partie supérieure de l'écu, qui est donc en haut. Elle peut accueillir des pièces honorables, comme on a pu le voir sur le symbole napoléonien, donc avec des couronnes, tout un tas de choses. On n'entrera pas non plus dans cette précision aujourd'hui, mais sachez que le chef et la pointe peuvent accueillir des pièces honorables pour encore plus distinguer l'héraldique, plus la préciser avec des rangs religieux ou militaires. Enfin, il y a plein de choses différentes. La pointe, donc comme je le disais, c'est la partie inférieure de l'écu. Elle peut accueillir des charges. Donc le terme au nord, en haut, on appelle ça des pièces honorables un peu partout, et en bas c'est également des charges. Donc dextre et sénestre, c'est la partie gauche pour dextre et sénestre pour la partie droite. Pourquoi Parce que c'est en fonction du porteur en fait. Parce que dextre, on dit toujours, c'est plus ça a une consonance plutôt droite. Oui, parce qu'en fait c'est la droite du porteur. Donc en fait, il faut toujours inverser par rapport à vous. Donc dextre, c'est votre côté gauche, donc la côté droit du porteur du bouclier, et sénestre, la partie gauche du porteur, donc à droite du spectateur, entre guillemets, de celui qui regarde. Cette distinction est fondamentale pour bien comprendre le langage du blasonnement. Chaque zone de l'écu peut ensuite être distinguée pour être utilisée pour distinguer des lignées, des quartiers ou des alliances. Le découpage sert de guide pour lire et décrire les armes avec précision. Donc, cette diapositive va servir de base technique, en fait, sans connaître les parties exactes de l'écu. On peut comprendre le vocabulaire héraldique et ensuite, les spécialistes de l'héraldique peuvent refaire quasiment de tête, en fait, juste en lisant des mots, une suite de termes, peut refaire l'écu quasiment parfaitement, quoi. Ensuite, les partitions et pièces honorables. Après avoir vu donc les parties de l'écu, il faut montrer comment celui-ci peut être partagé ou décoré par des formes géométriques appelées pièces honorables. Elles sont à la base de la construction héraldique et servent à organiser l'espace. Donc on a d'abord les partitions sur la gauche, ce sont des découpages réguliers de l'écu qui permettent de combiner plusieurs couleurs ou plusieurs armes. On l'a vu juste avant pour le blason d'Éléonore, femme de François Ier, où en fait elle était partée quoi, en deux parties au centre là, donc, où elle avait sa partie de mariage qui était le royaume de France et sa partie de naissance qui était le royaume de Portugal, d'Espagne, de Bourgogne, etc. Vous avez également l'écartelé qui est une genre de double partition diagonale, l'écartelé en sautoir qui est à ce niveau-là, le coupé, le taillé, le tranché, etc. Vous avez plein de différentes partitions. Ensuite, à droite, vous avez les pièces honorables. Ce sont des formes géométriques qui occupent une place centrale ou bien définie dans l'écu. Elles sont dites honorables car elles sont les plus anciennes et les plus valorisées. Alors vous pouvez tout à fait assembler les deux, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un écu en part, mais avec une croix encore au centre. Alors, ça va forcément charger l'écu, mais vous pouvez tout à fait
merger les deux, la partition et la pièce honorable. Donc vous avez évidemment le chef en haut, la face au centre, la bande, le pal, enfin voilà, vous avez tout plein de différentes pièces honorables. J'ai mis les principales ici parce que pareil, il peut y en avoir des dizaines et des dizaines. C'est un peu à la limite, c'est l'imagination. Personnellement, j'aime pas tellement l'orle parce que je trouve qu'il est extrêmement, enfin, il remplit quasiment tous les culs, quoi. Donc c'est pas mon, c'est peut-être mon celui que j'aime le moins en termes de pièces honorables. Ensuite, maintenant qu'on a fait les partitions et les pièces honorables, on va aller voir les couleurs. Alors, les couleurs, c'est très important en héraldique et on appelle les couleurs, en fait, on ne les appelle pas des couleurs. On les appelle des émaux, des métaux ou des fourrures et elles ne sont pas choisies au hasard. Chacune d'entre elles véhicule une symbolique forte et renforce le message porté par le blason. Même si ces significations ne sont pas toujours rigoureusement suivies, parfois une couleur est choisie juste pour des raisons esthétiques ou dynastiques, elle marque l'imaginaire collectif. On va commencer par les émaux. Donc l'azur, ici, c'est le bleu. Et comme vous le savez peut-être, quand on taille quelque chose dans la roche, enfin dans la pierre en général, pour être plus précis, on va pas forcément mettre des couleurs. Et en fait, sur la gauche, vous avez la couleur qui correspond à son nom en héraldique, et à droite, vous avez son équivalent gravé. En fait, donc si dans les gravures vous voyez des traits comme ça sur un blason, ça veut dire que la couleur est censée être bleue. Pour le pourpre, donc qui est le violet, si c'est en diagonale comme ça, donc de bas gauche, bas gauche au droite, c'est censé être pourpre, etc., etc. Vous avez le noir qui s'appelle le sable, le vert qui s'appelle le sinople, et le rouge qui s'appelle gueule. Ensuite, vous avez les métaux. On verra les symboliques après, hein, je ne vais pas me répéter, parce que, voilà, mais on verra les symboliques par la suite. Donc ensuite vous avez les métaux, donc vous avez l'argent qui est en gros le blanc ou gris très clair en tout cas, donc c'est plus souvent blanc. Et vous avez ensuite l'or, donc qui est le jaune. Et enfin vous avez les fourrures, donc là j'ai mis les enfin les deux fourrures les plus représentatives et leur contre-fourrure entre guillemets. Donc vous avez l'hermine, qui est bien connue des Bretons du Discord, et vous avez la contre-hermine, donc en fait qui est juste son opposé, son négatif entre guillemets. Et vous avez le vert et le contre-vert. Donc pour l'hermine, c'est vraiment des choses que l'on voit particulièrement dans l'ouest de la France, et le contre-vert, ça c'est un peu plus diffus. C'est pas rare, mais c'est moins souvent quand même que les émaux et les métaux. Donc chaque signification permettait aux contemporains de lire un message caché derrière le blason. Donc, on verra les significations plus tard. Un chevalier portant le rouge ou l'or, par exemple, ça pouvait afficher un courage ou une générosité. Une ville en azur, ça pouvait montrer sa loyauté ou sa foi. Enfin, il y a plusieurs significations en fonction des couleurs. Et maintenant, on va donc voir les meubles héraldiques. Donc les meubles héraldiques, en fait, c'est ce qui va être déposé sur l'écu, qui sont un peu des objets. Enfin, qui sont des genres de dessins sur l'écu pour raconter encore un nouveau niveau de précision sur qui est le porteur de cet écu. Donc c'est ça, une fois l'écu divisé et coloré, il faut le charger, comme je disais, de symboles. Ce sont là les meubles héraldiques, c'est-à-dire que toutes les figures qui viennent occuper l'espace du blason. Et on peut avoir différents types de meubles. On peut avoir donc en premier les animaux. Donc on a par exemple le lion, très, très utilisé dans les armes royales ou princières. Donc on a les lions, les fameux lions d'Angleterre, du Brabant, du Léon. On peut avoir l'aigle également, symbole impérial, symbole de domination qu'on retrouve dans les armoiries du Saint-Empire romain germanique, qu'on a vu précédemment dans les armoiries napoléoniennes. Et on peut avoir d'autres animaux. On peut avoir des léopards, des ours, j'ai vu même des dauphins parfois. Et chacun a une signification très précise, donc les animaux ne sont pas utilisés au hasard. Ensuite on peut avoir les végétaux. Donc on a évidemment pour les Français la fleur de lys, qui est associée à la royauté française, à la pureté et à la foi chrétienne en général. On a le chêne qui est qui symbole de force et d'endurance. On a également la rose, connue en Angleterre, donc grâce à la guerre des deux roses. Ensuite, on peut avoir des objets. Donc ça, c'est très utile dans les corporations, par exemple. Et dans les objets, on retrouve les armes également, donc tout ce qui est symbole guerrier. On peut avoir également des couronnes, des sceptres ou des clés, comme on a pu le voir avec les symboliques papales. Et enfin, on a les astres. Donc on a le soleil,
qui est un astre particulièrement utilisé, ainsi que les étoiles aussi. Le soleil qui représente la gloire, la puissance, la lumière divine en général. On peut avoir aussi la lune, qui est plutôt symbole de cycle, de renaissance, donc d'espoir en fait. Et les différentes étoiles, donc on peut avoir 4, 5, 6 branches en fonction, et chacune a une signification particulière. Les meubles permettent une énorme variété de combinaisons, elles racontent l'histoire d'une famille, d'une ville ou d'une institution. Ensuite, on a le langage du blason. Alors désolé pour la petite... pour la pixelisation, mais c'était vraiment l'image la plus parlante que j'ai trouvée. L'héraldique n'est pas qu'une image, c'est aussi un langage précis, comme on disait, qui s'appelle le blasonnement. Il s'agit d'écrire un blason avec des mots de manière si codifiée qu'un héraldiste peut reconstruire l'écu rien qu'en lisant la description, c'est ce que je disais précédemment. Le principe du blasonnement, on décrit toujours l'écu dans un ordre fixe. On parle d'abord de la couleur, donc de l'émail, ou du métal du fond, ce qu'on va appeler le champ. Donc par exemple pour le premier là, c'est un écu plein, parce qu'il n'a aucune partition ni figure, et donc c'est un écu d'or. Ensuite on va parler de la partition, ou de la pièce principale. Si par exemple on parle du premier, ici, c'est un écu de gueule, parce qu'on parle toujours, comme je disais, du fond, donc de gueule parce que c'est rouge, au pâle d'argent. Le pâle c'est la partition centrale, d'argent c'est le blanc ou le gris. Ensuite on parle des meubles, donc si on prend le second ici, donc il est d'argent, parce qu'il est de fond blanc ou de fond gris clair, et il est à une échelle de sable, donc ça c'est le meuble qui s'appelle l'échelle, c'est une échelle d'assaut en fait pour prendre les murs, donc de sable parce que c'est noir. Donc comme je viens de le faire, on utilise un vocabulaire propre. On utilise pour dire un fond jaune, on utilise d'or par exemple, un fond rouge on utilise de gueule, etc. etc. Les positions sont toujours données du point de vue du porteur de l'écu. Donc on revient au terme que je vous avais présenté, le dextre ou sénestre. Donc là par exemple, si on a un écu d'or au lion d'azur, donc un écu jaune au lion bleu. Voilà, etc. etc. Le blasonnement, c'est donc une langue universelle. Un français du XIVe siècle et un allemand du même temps pouvaient se comprendre grâce au blasonnement. Et ensuite, en le décrivant l'un l'autre, ils pouvaient chacun trouver le même blason et donc savoir de qui ils parlaient. Donc, on revient au symbolique, comme je le disais. Donc, on va commencer par les émaux. Donc, le bleu, comme je disais, c'est plutôt un symbole de royauté, de loyauté ou de fidélité. Donc, très présent dans les héraldiques françaises, par exemple. Le pourpre, c'est assez rare, mais donc c'est le violet, c'est celui qui est ici, pardon. C'est un symbole de souveraineté, de justice, de dignité, et il est très utilisé dans ce qu'on appelle la pourpre impériale, quoi, dans les empires. Ensuite, le noir, donc ce qui s'appelle le sable, on avait dit, c'est volonté, prudence, constance. Certains l'utiliseront pour d'autres caractéristiques. Mais voilà, c'est trois des caractéristiques principales. Ensuite, donc, le vert qui s'appelle donc le sinople, c'est un symbole d'espérance, de liberté. C'est une couleur qui est très utilisée également par les états religieux, enfin par les ordres religieux, parce que pour l'espérance en fait. Ça, le noir et le vert sont assez utilisés. Et enfin, le rouge, qui s'appelle le gueule, c'est vraiment un symbole de courage. Vraiment, c'est la couleur du sang, c'est la couleur des Indiens. Rien à voir. Ensuite, les métaux. Donc le blanc, qui s'appelle donc l'argent, on avait dit, donc c'est un symbole de sagesse, de pureté, d'innocence et de vérité. Également très utilisé par les ordres religieux. Et enfin, l'or, donc le jaune, c'est vraiment un symbole de prestige, de générosité, d'élévation spirituelle, vraiment de gloire également. Ensuite, donc la symbolique des figures. On a donc, comme vous voyez, on peut avoir des animaux ou des végétaux et chaque figure a sa signification. Les figures meubles héraldiques ne sont pas de simples décorations, chacun possède une signification symbolique forte, héritée de la culture médiévale. Elle reflète les valeurs, les ambitions et parfois les jeux politiques de ceux qui le portaient. Donc, comme on disait, le lion c'est le courage, très présent sur les armoiries anglaises et en Flandre par exemple. L'aigle représente sur comme on disait, armoirie napoléonienne, Saint-Empire, etc. Mais on peut aussi avoir d'autres choses, on peut avoir des griffons, des dauphins comme je le disais, des végétaux, donc le lys pour la royauté, le rose
présent également en Angleterre, des objets, comme je disais, des épées pour la justice, défenseurs de la foi, les clés également très présentes pour le Vatican, le pouvoir spirituel et temporel, pardon. Évidemment tout ce qui est couronne, soleil, etc. Donc tout a une signification en fait en héraldique et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Ensuite, donc les usages militaires et sociaux. À l'origine, donc, l'héraldique a une fonction pratique et militaire avant d'être artistique. Identifié sur le champ de bataille, c'était vraiment sa mission première. Dans la mêlée, un chevalier casqué était méconnaissable. Le blason, peint sur l'écu, la bannière et les cottes d'armes permettaient à ses alliés de reconnaître immédiatement. Cela évitait aussi de frapper un compagnon d'armes par erreur, évidemment. Ensuite, ça a permis d'affirmer le rang et la fonction. Plus qu'un signe personnel, le blason devient un signe social. Certaines familles l'abordent des armoiries très anciennes et prestigieuses, marquant leur supériorité sur les autres. Les écussons décorent les armures, les teintures, les chapeaux, les châteaux, tout ce qui rappelle le prestige d'une lignée. Comme vous voyez, on peut le voir également sur des drapeaux qu'ils menaient directement sur les champs de bataille. Les armoiries Sur les étendards, Merci. je me permets, Oui, bien les sûr, étendards et surtout aussi, on le voit en fait actuellement avec ces drapeaux qui sont soit rectangulaires, soit en triangle, les gonfalons qui étaient en bout de lance de la cavalerie. Comme on voit là sur la droite, c'est donc ça ce que tu appelles les gonfalons? Tout à fait, c'est un terme vraiment existant et je Ah me oui, non, mais permettrai de compléter justement, mais sur la partie réservée aux gens qui réagissent. Donc oui, les armoiries se transmettent de génération en génération et elles servent à rappeler l'histoire familiale et la graver dans la mémoire collective. En cas d'alliance, comme on l'a vu, les quartiers s'ajoutent, témoignent des mariages et des unions politiques. Ainsi, l'héraldique n'est pas seulement une marque d'identité, c'est un outil de propagande, un réel outil de propagande et de prestige dans la société médiévale moderne. Il y a aussi des usages juridiques et culturels. Donc on peut avoir des sceaux, en fait, qui reprennent de l'héraldique. Les blason apparaissent très tôt donc sur des sceaux utilisés pour valider des actes officiels. Un sceau héraldique est une garantie d'authenticité. Impossible de falsifier un document sans contrefaire ce sceau. Les rois, les villes, les abbés et même certaines corporations, comme on l'a vu, avaient des sceaux armoirés. Les actes et les documents. Les armoiries figurent en marge ou en tête des actes officiels. Elles permettent d'identifier clairement le signataire, au-delà de l'écriture manuscrite, souvent variable. Et puis il y avait quand même assez peu de personnes qui savaient écrire à ces époques-là, donc voilà. Dans les archives médiévales, la plupart des chartes étaient associées à un blason ou à un sceau. Et culturellement, il y a aussi des choses qui s'appellent les armes parlantes ou des armes mémorables. Certaines familles ou villes choisissent des armoiries qui, littéralement, parlent, de leur nom ou de leur histoire. Ce sont les armes mémorables ou les armes parlantes. Ici, j'ai choisi de vous montrer l'écu de la famille Fusée de Voisenon, en fait, qui a un écu, donc vraiment une famille assez mineure, hein, mais en fait son écu est assez rigolo parce que en fait c'est un blason d'azur, donc ça c'est assez basique, mais en fait à 3 fusées d'or rangées en ligne, qu'en face, ça s'appelle en ligne comme ça. Et en fait littéralement le nom de la famille c'est Fusée de Voisenon. En fait ils ont juste choisi le meuble qui s'appelle une fusée. Ils sont pas embêtés plus que ça. Ensuite donc il y a une mention culturelle et pardon. Je suis désolé, hein, petite blague. La NASA n'a donc rien inventé en fait. Exactement, en fait, c'est ça. Vous voyez, ça va vers le haut là. Voilà, ils ont juste regardé, ils ont juste vu ça. Euh, Donc les blasons ensuite se sont mis à orner les cathédrales, les vitraux, les tombeaux et donc les manuscrits comme on l'a vu juste avant. Ils deviennent une partie intégrante de la culture visuelle médiévale et la mémoire collective. Ainsi, l'héraldique n'est pas seulement un signe de guerre ou de noblesse, c'est ensuite devenu un outil juridique, administratif et culturel, profondément ancré dans la société. Et là, du coup, on va finir sur 3 exemples européens. Donc avec le Royaume de France que l'on a vu un petit peu avant, le Comté de Flandre et le Saint-Empire. Donc, tout d'abord le Royaume de France. Pourquoi je l'ai pris? Parce que évidemment ici en tant que francophone on a quand même une grosse communauté française, donc je ne pouvais pas passer outre. Et surtout qu'en fait l'héraldique française c'est l'une des plus riches d'Europe. Les armoiries servaient à identifier les grandes familles nobles et aussi les royaumes et les principautés. Mais malgré que l'héraldique française soit l'une des plus complexes et des plus codifiées, le blason du royaume du royaume de France est en fait assez simple. Il a changé au XIVe siècle. D'abord, il était d'azur, donc bleu,
en fond, semé de fleurs de lys d'or. Donc quand on dit semé, c'est vraiment recouvert de fleurs de lys d'or. Et ensuite, sous Charles V, donc en 1380, il a été changé pour être simplifié. Et en fait, avoir un fond azur et plus que 3 fleurs de lys d'or. Donc, comme on l'a vu, l'azur, donc le bleu, l'azur, ça représente la royauté, la foi et la loyauté, et l'or, la générosité et le prestige surtout. Donc en fait, cet emblème royal a été l'un des premiers à apparaître, et ça devient un des symboles les plus reconnaissables de l'Europe médiévale. Ensuite, on va parler du comté de Flandre parce qu'on a quelques Belges, dont notre cher Andrew ici présent. Et Donc ouais, ça, et ça donc c'est l'écu je suis là. le blason J'ai du envie. comté de Flandre. Est-ce que tu saurais, bah évidemment je l'ai noté, mais donc l'écu est d'or, donc au lion de sable armé. Donc il est noir donc de sable. Il est armé parce qu'il est en position d'attaque entre guillemets. Et C'est ça, les griffes sont acérées, sorties, comme s'il allait agrasser quelqu'un, quoi. tout à fait, ouais. Armé, c'est aussi en fait pour parler des griffes, parce que les Exactement. griffes sont effectivement là. Et d'ailleurs, il y a le terme lampassé après pour la langue. Pour la langue, exactement, c'est ça. Donc il est d'or pour le fond, jaune, au lion de sable, armé pour les griffes et lampassé pour la langue de gueule. Et enfin, un blason qui est assez intéressant, c'est le blason du Saint-Empire. Alors évidemment, vous voyez que la DA, la DA entre les deux a un peu changé. J'en veux pas. Mais bon, c'est pas des armoiries officielles, hein, c'est vraiment des vues d'artistes à chaque fois. Donc les armoiries du Saint-Empire ont changé en 1368 avec l'introduction de l'aigle bicéphale par les empereurs, tandis que les rois des Romains continuaient à utiliser l'aigle monocéphale. Ce changement symbolique marquait une évolution dans la représentation du pouvoir impérial, reflétant une distinction plus claire entre le souverain élu, l'une des têtes, donc le roi des Romains, entre guillemets, pour eux, hein, et l'empereur vraiment sacré, donc la partie sainte de l'empire du Saint-Empire romain germanique. Cette transformation héraldique s'inscrit dans une période où les emblèmes impériaux, y compris la couronne, revêtaient une fonction essentielle de légitimation, liée à l'idée d'une élection divine. Donc avant 1368, il était d'or, encore une fois, hein, couleur très présente à l'est du Rhin, et dans le Saint-Empire en général d'ailleurs. À l'aigle de sable, membré, becqué et armé de gueules. Donc là, pour le coup, le terme c'était l'an passé, pardon, je crois. Si je reviens, ouais, c'est ça, l'an passé. Le terme l'an passé n'est pas utilisé pour cet écu, mais encore une fois, comme c'est début d'artiste, peut-être qu'il s'est permis de mettre une langue rouge. Et pareil, Alors, ça fait peut-être partie de la béquille. peut-être là, Que ouais. la langue est considérée dans la béquille. Et d'ailleurs, je voulais juste ajouter un truc sur le bicéphale. Bien En fait, sûr. ce qui est assez rigolo, c'est que c'est après 1368, mais du coup, on n'est pas encore sur la chute de Constantinople. Et on sait que, quelque part, en fait, il fallait l'assentiment toujours lorsque tu étais nommé empereur. Du moins, c'est un assentiment qui avait dû être fait pour Charlemagne, par exemple. Donc là, on vient bien avant 500 ans plus tôt, 1368, ouais. hein, Quasiment 600 mais ans. c'est ça. Mais il fallait l'assentiment, en fait, de l'Empire romain d'Orient. Donc est-ce que, mine de rien, cette deuxième tête qui est tournée à l'Orient, ne veut pas aussi dire j'ai été accepté, j'ai été toléré par l'Empire romain initial lui-même? Il y a peut-être aussi ça. Peut-être. Après, je tergiverse. Pardon. Peut-être, mais effectivement, les deux têtes sont vraiment un symbole de pouvoir temporel et de pouvoir spirituel. C'est vraiment l'idée en tout cas. Mais peut-être il y a effectivement cette idée de rassembler l'Orient et l'Occident, c'est peut-être quelque chose. Mais moi, quelque chose que j'aurais noté également sur ce blason, c'est que c'est l'espèce d'auréole en fait autour des têtes de l'aigle, qui sont vraiment un rappel encore une fois de la partie spirituelle, en fait, de la partie quasi saint, saint empire romain germanique, que voulait se procurer l'empire. Et donc on va 21h45, bah parfait, on est vraiment dans les temps. Jump to the conclusion. L'héraldique, donc un triple héritage. D'abord scientifique, un système codifié et universel avec son langage précis, on l'a vu, le blasonnement. Ensuite, artistique, un univers esthétique riche mêlant formes, couleurs et symboles. Et enfin, un héritage symbolique, un miroir des valeurs, des lignées et des ambitions personnelles ou familiales des porteurs.
Et actuellement, donc l'héritage actuel, même si l'héraldique n'a plus la place centrale qu'elle avait pu avoir au Moyen-Âge, son empreinte est encore bien présente. On l'a vu sur des blasons municipaux par exemple. Chaque ville garde ou recrée des armoiries. On l'a vu avec l'armoirie de Marseille. Il y a également des institutions ou des États. Beaucoup de pays utilisent encore des armoiries, donc comme on l'a pu voir l'Espagne, comme je l'avais dit, les Royaumes-Unis et la Russie. Et surtout les logos modernes, de plus en plus. On a des clubs sportifs, toujours des universités qui peuvent utiliser leur blason d'antan. Des entreprises, même des entreprises modernes qui utilisent des blasons. Je sais pas trop pourquoi, mais qui puisent à la fois dans le vocabulaire et dans l'esthétique héraldique. Donc on voit bien que l'héraldique n'était pas figée dans le passé. Aujourd'hui, chacun peut créer son propre blason d'ailleurs. Pour une famille, pour vraiment avoir une lignée généalogique, ou pour une association, une équipe sportive, ou une activité même personnelle, comme un logo symbolique. C'est une manière de se relier à la tradition millénaire tout en l'adaptant à notre époque. L'heraldique est donc... Et ouais. j'ajoute dans ta conclusion, pour l'avoir vécu, puisque j'ai été en Australie pendant 3 mois alors que j'étais en train de passer de la seconde à la première. Les vacances d'été, ça a été échange culturel en Australie. Et en fait, au moment où je suis arrivé, donc j'ai été scolarisé là-bas, et on devait, en fait, on pouvait proposer un nouveau design à cette année-là pour littéralement un maillot spécial de cette année pour le collège, enfin l'école dans laquelle on était, parce que je dis collège, mais en fait tu avais une partie vraiment primaire, collège, lycée, etc. C'était vraiment un groupement Tout le d'école. cursus, quoi. Et c'est ça, et en fait tu pouvais le faire, et donc ça finissait sur le suite en fait. Donc, et quelque part, il fallait justement proposer les différents. Euh, Comment dire, fallait proposer quelque chose en tout cas qui puisse représenter Mhm. euh, l'Australie, L'école mais très ou... particulièrement en fait cette école-là aussi. Ouais. On le voit également toujours dans des universités, par exemple aux États-Unis, où c'est une terre qui n'a pas connu l'héraldique de façon naturelle, entre guillemets, en fait, qui a été importée par les Européens et qui ensuite s'est retrouvée dans beaucoup d'universités, surtout sur la côte est, par exemple. Même UCLA, UCLA c'est en Californie, à Los Angeles, qui a également des héraldiques. Enfin, c'est vraiment. Oui, puis tu le retrouves aussi de toute façon avec même les drapeaux sud-américains qui sont arrivés Mhm. très tardivement, parce Tout que à c'est fait. des États qui ont été créés plus tard. Quand tu regardes le Mexique, quand tu regardes le Brésil, etc. C'est aussi, il y a beaucoup de symbolique. Même l'Argentine, qui pourrait être un drapeau. Et en fait, même si on va sur les États africains, qui sont peut-être avec tout le respect que j'ai pour l'Afrique, qui font peut-être partie des derniers pays qui apparaissent. Par exemple, il y a un drapeau qui porte le bouclier Maasai. Mhm. C'est intéressant de voir que justement il y a cette partie-là qui a voulu être gardée. Ouais, tout à fait. Et donc l'héraldique est à la fois une fenêtre sur le passé et, comme on l'a pu voir et comme on vient de le discuter, une source d'inspiration encore pour le présent. Voilà. Bien, je vous remercie avec ma grosse tête de paresseux. Je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez soit les noter à l'écrit ou alors les dire à l'oral. Si vous souhaitez les dire à l'oral, n'hésitez pas à demander à parler. Pardon. CJ, on nous demande à quand le blason de la CJ Corp. Ah, à quand le blason de la CJ Corp? Mais mine de rien, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que sachez que par exemple le logo CJRON et le logo CJ Arena ont des significations. C'est quelque chose qui a été vu avec Vegas. Et donc je vais me permettre une Le aparté graphiste de parce la que chaîne, je hein, vais Vegas. aller chercher tout à fait Vegas, qui est le graphiste à qui on a fait appel pour la chaîne. C'est pas le graphiste de la chaîne, c'est vraiment Oui. un graphiste indépendant qui faisait des lives sur. La rencontre elle est totalement impromptue. Je meuble pendant que je rebondis aussi sur l'orthographe, le vocabulaire pardon de Toujours, l'héraldique. toujours aussi ça. Putain. Et donc, effectivement, Vegas, c'est une rencontre grâce à Total War. Là aussi, il streamait du Total War. Je suis arrivé, j'ai fait bonjour, il y a de la lumière, ça a l'air cool. Et puis, on a sympathisé. En fait, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui on travaille. Et peut-être en 2026, un nouveau projet lié à CJRON qui pourrait arriver, le projet C, mais je n'en dis pas plus. Et je vais de suite vous parler justement de ce qu'on a vu en termes de charte pour ça. Tac, c'est ici. Ouais, c'est ici. Charte graphique de Cigeron. Et donc, je vais aller voir pour le logo de Cigeron, par exemple.
J'ai dit Sigiron, mais on peut dire c'est censé être principalement Sigiron. Blablabli, blablou. Ta 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 ta. Ah, il l'a pas mis ici, tiens. C'est pas grave, je vais le temps vous que lire tu celui de... trouves, le temps que tu trouves ce Non que mais tu je vais vous lire celui de la CG Arena et puis ce sera vas-y. très bien. Hop. Hop, CG Arena. Merde. Oh, je suis désolé. J'ai. Hop, donc la CG Arena par exemple pour le casque. Le logotype incarne l'histoire à travers le casque spartiate, la compétition par son aspect moderne et géométrique, et la domination stratégique symbolisée par la couronne et la coiffe de commandement. Excusez-moi, j'ai un truc d'Adobe qui a popé. Conçu à partir de formes géométriques simples et d'une symétrie épurée, il adopte un style à la fois moderne et puissant. Le casque, inspiré de l'univers spartiate et romain, exprime la force, le courage et le commandement. Sa coiffe renvoie au rôle de meneur et de chef de troupe, tandis que la couronne incarne la puissance et la domination. Le choix d'un style visuel aux accents grecs renforce l'idée d'olympisme et de compétition en parfaite résonance avec l'univers des jeux Total War. Chaque élément a été soigneusement sélectionné pour refléter la gloire, la victoire et l'honneur qui attendent les compétiteurs. Voilà, donc en fait le casque, si on regarde, il est effectivement fait de la partie casque, vraiment avec en plus la partie ébréchée au niveau de l'œil gauche, qui représente le soldat. On va retrouver ensuite ce qui sert à tenir en soi la crête, ce qui sert à tenir effectivement ce truc en crin de cheval qu'on a en général au-dessus, le cimier, voilà, j'ai trouvé, donc avec qui est en fait constitué de 5 pics sur un arc de cercle, et donc ça fait un peu une couronne, et ensuite, pour symboliser le commandement, le cimier, voilà. C'est comme ça que Vegas a imaginé la chose, c'est comme ça qu'on a travaillé d'ailleurs d'arrache-pied. Je me rappelle que c'était des discussions pendant 2 semaines pour ce foutu casque, parce qu'au début, on n'était pas satisfait. Vegas, il y a passé 2 semaines, et encore merci à lui. Mais voilà, par exemple, on a constitué ça comme ça. Voilà, non, un petit peu. Mais un logo de la Sigicorp, voilà. le logo de la Sigicorp, pour le moment, il y en a un qui existe, qui est absolument bâtard et qui en fait est le logo, un copier-coller du logo d'Ingen, mais avec les couleurs de Sigiron. Oui. Voilà. Ensuite, Krell qui nous dit: est-ce que le langage de l'héraldique est utilisé pour décrire les symboles équivalents à d'autres ensembles culturels? Alors, c'est quelque chose qui est très européen. Donc, c'est vraiment entre Européens qu'il était assez facile de se reconnaître parce que ça s'est assez peu développé. Exporté. Ouais, c'est assez peu exporté. Parce qu'en fait, c'était aussi très européen d'avoir des grosses armures lourdes. C'est européen, quand je dis européen, c'est en gros jusqu'en Anatolie, quoi. Et jusqu'à une certaine période, parce qu'après Voilà. l'Anatolie, on a les Ottomans qui arrivent et qui ont effectivement se codifié à la manière des Européens, parce que les seuls empires de référence dans le coin, même s'il y a d'autres empires qui existent, attention, c'est ceux-là. Et c'est surtout avec ceux-là qu'ils ont maille à partir, qu'ils veulent s'ancrer, qu'ils veulent s'imposer. Je me permets de lire une remarque d'Iriki, comme ça, c'est pour préciser. Sinon, j'allais la lire. Ah bah vas-y, je t'en prie, Andrew. Du coup, Eriki qui faisait la remarque sur l'abeille présente sur les armoiries de Napoléon, que c'était un symbole directement relié par les Mérovingiens, pardon. Parce qu'on sait que Napoléon voulait en fait faire un socle commun pour tous les Français avec l'héritage des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens, ainsi que les éléments républicains. Et donc je lis son commentaire. Donc Napoléon s'en est servi pour revendiquer l'imaginaire d'une dynastie plus ancienne que celle des Capétiens qu'il avait remplacée. Voilà, c'était. Et alors la seconde serait: j'aurais néanmoins une remarque à faire. On ne parle pas de blason pour l'objet en lui-même, mais c'est une erreur commune. Pourquoi? Car le blason correspond en fait au lexique de l'héraldique. Ainsi, on ne parle pas du blason de ce chevalier, mais des armoiries de ce chevalier, oui, tout à en fait. fait. Oui. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, donc j'ai fait la. Mais comme. Déjà, merci pour le bravo, c'est très gentil. Mais effectivement, oui, c'est. Parce que. Le blason, c'est vraiment, comme on peut le voir, enfin, si vous tombez sur des bouquins d'héraldique, en fait, le blason, c'est vraiment ce que porte le chevalier, en fait. Et lui-même peut avoir plusieurs formes.
Enfin, comme l'écu, quoi. Donc, ouais, c'est effectivement quelque chose qu'on confond très souvent parce Et que ouais, d'ailleurs, c'est. Et alors, tu parlais d'héraldique tout à l'heure et tu disais que ça pouvait être sur les drapeaux, etc. Et c'est tout à fait vrai, puisqu'à l'époque, on avait l'oriflamme, qui était Oui. vraiment le drapeau carré, géant, qui servait vraiment de point de repère central et qui arborait de toute façon les bannières qu'on voit encore dans les processions religieuses aujourd'hui. Hein. Vous avez des oriflammes dans les processions religieuses. Et je dis gonfalon, mais c'est pas gonfalon, c'est gonfanon. Ok. Voilà. Et en fait, le gonfanon, c'est vertical, c'est sur un axe fixé perpendiculairement à la hampe et en plus vocation de figure de ralliement fixe ou portée à pied au bout d'une lance. D'accord. Par commodité, en fait, pour la cavalerie, le gonfanon a été également adapté à l'horizontale, justement. Donc c'est ce que je disais, dans une forme carrée ou alors très longue à 2 ou 3 pointes, qui était nommée la flamme bossane. Voilà. Donc là, on peut voir sur cette illustration qu'on voit que. Donc, tu l'as appelé comment, pardon? Le La flamme, c'est gonfanon. ça? Ah, quand Ouais, c'est. sinon en fait, pardon, en fait, alors je m'étais un peu renseigné pour le coup sur les armoiries templiers à l'époque, et en fait, en tout cas pour ce qui était de la cavalerie templière, on dit flamme bossane parce qu'en fait les armoiries des templiers, c'est ce qu'on appelle le bosséan. Vous avez en fait cette partie noire à gauche, blanche à droite et la croix rouge dessus. Et alors il faut savoir que ça, c'est mis comme ça, mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les scouts de France, ou les scouts tout court en tout cas, font encore appel à cette imagerie-là. De leur côté, et en fait on n'est pas sûr que ce soit à gauche, à droite, parce qu'il y a des représentations diverses et variées qui mettent tantôt le noir en fait, la moitié noire en haut, la moitié blanche en bas, ou alors inversement, ou alors justement la moitié blanche à droite et la moitié noire à gauche. Effectivement, bon, on le voit bien là, si on tape juste blason templier sur internet, on voit des droites, gauches, enfin C'est ça. C'est vrai que c'est pas très très Mais clair. si tu regardes, si tu tapes par exemple Bosséan Scout, ou si tu tapes juste par exemple Armoirie Scout, tu vas voir que les scouts, c'est encore autre chose. Oula, il y a différents blasons des troupes. Ouais, alors attends, je vais te donner plutôt le truc drapeau scout. Voilà. Alors, c'est carrément le blason des troupes. Ouais, guide des c'est scouts vraiment. d'Europe. Tape, Drapeau scout d'Europe. Et tu vas voir, c'est très rigolo le drapeau scout d'Europe. Ah, tu parles des guides scouts d'Europe. Ouais, des guides scouts d'Europe. Et ben si tu fais image, et Ah, ben voilà, oui, le tu premier, là. retrouves littéralement une croix, alors qui est pas la croix pâtée templière, Non. mais tu retrouves en fait la croix rouge, la fleur de lys au centre, et l'imagerie justement templière aussi quand même, qui reste principale, avec le blanc et le noir, et la croix rouge au centre. Bah ok, est-ce que vous avez d'autres exemples? Est-ce que vous avez d'autres remarques dans Et juste l'audience? pour compléter Ouais, vas-y, je sur t'en ça, prie, hein, le temps que- en fait lors des combats, le porteur du gonfanon, il pouvait recevoir jusqu'avec lui 10 chevaliers en escorte, afin d'assurer sa défense, parce qu'il lui était interdit de se battre, et si lui il mourait, et ben tout chevalier qui était à côté de lui se devait pour reprendre le gonfanon, qui ne devait être ni baissé, ni perdu, ni abandonné à la bataille, sous peine de sanctions graves, pouvant mener jusqu'à l'exclusion ou la mise au fer. Ah oui. S'il était impossible de le récupérer, alors les chevaliers devaient se rallier à la bannière de l'ordre hospitalier, et si elle-même se trouvait tombée à toute autre, il fallait se rallier à toute autre bannière chrétienne. Si elle était tombée, que tu pouvais pas la récupérer. Bien sûr, il fallait tout faire pour la récupérer à la base, et puis ensuite. C'est ça. Et le repli n'était autorisé pour les Templiers que lorsque plus aucun étendard chrétien n'était visible et reprenable. Mhm. Tu m'étonnes que les mecs ils étaient connus pour abattre 10 gars à la suite. Et je tiens à remercier au cours de cette vidéo Ati qui nous fait un don de 200€ pour la CJ Corp en te remerciant, toi principalement, pour la présentation imminente avec des symboles de notre gloire passée. Puisse la France, que ce soit le Royaume ou la République, vivre pour toujours.
Bah, merci beaucoup à Merci Ti beaucoup à Ti. pour la CIGIcorp, toujours un Yes, plaisir. Et de souligner effectivement la grande qualité de présentation qu'on a eue aujourd'hui par Dizrak. Ouais, un petit peu difficile de tout résumer en 40 minutes, 40-45 minutes, mais bon. C'est très compliqué, hein. Effectivement, on est sur 40-45 minutes. Mais voilà. Ouais, ça va, moi je trouve que c'était une bonne introduction. Oui, Je sais voilà. pas si tu as des ouvrages à conseiller ou autres pour approfondir Alors, le je sais sujet. que CIG a un ouvrage différent On a un du ouvrage mien, commun. et moi j'ai un ouvrage Je qui... pense que c'est le même. Hein. Ah, ok, mais c'est pas celui qui Je est pour pense la que c'est celui, couverture. c'est celui de Michel Pastoureau. Ah non, c'est pas celui-là. Donc vas-y, je te laisse Non peut-être dire le tien si tu Ah, l'as mais si toi, tu l'as toi, sous la main. toi, ta couverture, c'est quoi? Parce que moi, je reconnais la couverture. La couverture que tu as utilisée, toi, pour ta bannière, c'est littéralement la couverture du bouquin que j'ai. D'accord, C'est sûr. c'est pas la couverture de mon bouquin pour le coup. Ah, d'accord. C'est une couverture que j'ai trouvée plutôt pertinente en fait, justement parce qu'on voyait différents Mais blasons. et justement, sur la couverture, tu vois pas le nom de l'auteur? Je vois pas le nom de l'auteur, non, parce que j'ai dû la zoomer un petit peu Merde. pour faire un fond un peu sympa, mais. Ouais, t'as dit plot ou autre. Mais moi en tout cas, le Je vais essayer de la retrouver. D'accord. Le bouquin que j'ai, alors il est petit, mais assez épais. Oui, pareil. C'est un livre de Claude Wenzler ou Wenzler, je sais pas Peut-être comment que on dit. c'est celui-là, moi. Qui s'appelle Peut-être que c'est celui-là. Peut-être. Qui s'appelle Le Guide de l'héraldique. Ah, mais attends, Aux éditions Ouest France, qui est assez complet, qui est assez technique en vrai, qui est un peu ma aride. mère me l'a envoyé ce matin. Mais ouais, vous avez plein d'héraldiques différentes, vous avez plein d'héraldiques de provinces françaises. Donc c'est vraiment purement, enfin c'est très axé France pour le coup. Vous avez les héraldiques d'Empire également. Oui, bah c'est ça, c'est celui-ci que j'ai. C'est celui de très Claude bien. Wenzler, pardon. Très bien, Mais bien. my bad. Mais vous pouvez aller avoir dans ce bouquin, vous allez avoir donc, la partie supérieure avec des couronnes, des meubles pour les princes, pour les ducs, les comtes, enfin vraiment quelque chose qu'on n'a pas du tout pu aborder ce soir, quoi. C'est ça, les couronnes qui varient effectivement selon ton titre nobiliaire. Voilà, exactement. Donc voilà. Bah merci Voilà. à Après, tous. j'en ai deux autres à Ah, conseiller. bah Moi. vas-y. Il y en a un de le Michel Pastoureau, qui est le Mhm. traité d'héraldique, qui a été réédité en 2020 et qui mentionne l'héraldique roturière, parce qu'il faut savoir qu'en fait il y avait une héraldique roturière, ça a été attesté. Et les sceaux et pouvoirs dans les campagnes médiévales, qu'il a édité depuis 2014 par le CNRS, qui est un ouvrage collectif sur les sceaux paysans. Et si vous êtes plus intéressé, il y a le projet Sigilla, donc comme le sigil en fait, SIGI2LA, oui du coup c'est rigolo, moi c'est Sigiron et ça s'appelle Sigilla, bon voilà. Projet Sigilla qui recense désormais des milliers de sceaux roturiers avec des motifs héraldiques, puisqu'en fait on a découvert qu'il y avait vraiment des blasons paysans, entre guillemets paysans. Pas Donc, noble, quoi. Roturier, quoi. Voilà, roturier, voilà. Dans le nord de la France, la Flandre, le Hainaut, la Picardie ou la Normandie, la coutume du sceau s'est très tôt diffusée. Dans les territoires germaniques, la Suisse ou la Rhénanie, où l'héraldique populaire est particulièrement riche. Et en Scandinavie, on parle même de village heraldry, avec des motifs transmis de génération en génération. Et pour ce à quoi ressemblaient ces armes, en fait, on trouve des outils agricoles, la houe, la faucille, la charrue. Donc là, il y a les communistes qui viennent soudainement entendre faucille, ils font des animaux. Mais tu vois, comme quoi c'est rigolo en fait, parce que justement la faucille et le marteau qu'on retrouve au final, c'est aussi un héraldique quelque part. Et c'est marrant justement d'avoir eu cette espèce de contre nobiliaire et de se dire bah en fait oui mais ça a été repris. Et effectivement ensuite on passe à l'imagerie de propagande, etc. Voilà. Bah, Mais des outils agricoles ou fossiles parus. Tout à fait. Des animaux. Tout à fait. Pour eux, Pour les corporations et les guildes, évidemment, à partir du moment où c'est une pub, voilà quoi. Des animaux, cheval, coq, bélier, chien, des motifs parlants liés au nom ou au métier, ou encore des signes géométriques, croix, losange, chevron. Voilà. Exemple attesté, on a un laboureur de Picardie au XIVe siècle avec une charrue d'or sur fond de gueule, donc une charrue jaune sur fond rouge. Des familles d'artisans suisses qui portent, des familles d'artisans suisses portant marteau, roue ou scie en armes. On fait coucou du coup à serveur. Des paysans du Dauphiné au XVe siècle avec des motifs floraux ou des outils. Et on les a longtemps ignorés parce qu'apparemment, en fait, l'héraldique a été étudiée surtout à travers les armoriaux nobles et les armoiries officielles, mais les sceaux de communautés rurales, archives notariales, épitaphes ou marques lapidaires ont révélé un monde héraldique beaucoup plus vaste, souvent ignoré par les érudits du XIXe siècle. Bah ça, après, c'est normal quand tu vois l'étude de l'histoire, malheureusement. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'histoire, c'est l'école des annales où maintenant
les historiens s'intéressent beaucoup plus à, entre guillemets, à l'histoire des petites gens, entre guillemets, même si Mmh. on creuse, c'est quand même une grande histoire et des grands phénomènes Oui. socio-économiques, etc. Mais moi, j'avais une petite question là-dessus parce que, enfin, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas le sujet, etc. Mais justement, ces armoiries issues du milieu roturier, ça apparaît très tôt, mais quand tu dis très tôt, c'est en même temps Alors, que c'est la un peu plus noblesse. tard que c'est un peu plus tard que le XIIe siècle, pour les nobles, Ok, pour le coup. Mais effectivement, je te dis, que ça commence à arriver déjà au XIIIe siècle, justement. On commence à en trouver au XIIIe siècle. Et alors, je le rappelle, le projet s'appelle Sigilla, S-I-G-I-2-L-A. C'est une base numérique des sceaux conservés en France qui a été initiée vers 2013, donc elle a 12 ans, beau bébé. L'idée est de rassembler les matrices, empreintes, moulages, dessins, clichés, c'est-à-dire toute forme matérialisée de sceaux dans un contexte documentaire. Et le site indique en 2025 qu'il y a près de 236 061 entités référencées, dont d'accord. 54 736 empreintes, 44 501, 44 501 actes qui sont liés aux sceaux. Et on a une nouvelle version de la base qui a été mise en ligne en 2024, donc c'est encore tout récent. Sigilla fonctionne dans une perspective pluridisciplinaire qui est la sigillographie, la diplomatique, l'emblématique et l'épigraphie. Le projet a aussi des modules associés avec SigiAl, Alsace ou Sigi Suisse. Je vous garantis que je ne suis pas du tout à l'origine de ce projet. Mentionné dans les actualités du projet. Vous avez un carnet, un blog en fait qui est lié à Sigilla, qui publie les actualités, les collectes en cours, les avancées régionales. Et dans les exemples de collecte, on a les archives des Côtes d'Armor qui sont en cours de contribution. On a le nombre d'empreintes dans les archives départementales du Morbihan qui sont plus de 150 empreintes des 14e et 15e siècles déjà versées dans le Sigilla. En bref, c'est une ressource essentielle pour quiconque veut consulter des sceaux et donc des usages héraldiques issus d'un très large spectre social et pas seulement issus de la noblesse. Ah, Philippe Ier Courtenay. Ouais, là je suis en train justement, je suis allé sur le site Sigla et je suis en Ouais. train de défiler des Voilà. Et là, actuellement, il y sceaux en a un, que il est l'on en train voit. de. Il y en a un, dans sa tête, c'est Lisa Margaïb. Voilà. Bien, Très merci. sympa le projet, je connaissais pas du tout. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un monde qui Sympa, est sympa. extrêmement vaste, extrêmement riche, qui est, Hmm. pour le coup, j'ai pas forcément rendu hommage en seulement 40 minutes, mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui vaut la peine de se pencher dessus, ne serait-ce que quelques En heures, fait, c'est vraiment assez intéressant. moi, je me demande si justement, c'est pas à la fois, certes, les corporations, mais aussi l'esprit croisade. C'est-à-dire que tu te reconnaissais aussi vis-à-vis de ça. En fait, la croisade, on a quand même proposé à des nobles et des roturiers de partir en même temps, d'être tous les deux purgés de tous leurs péchés. Et on sait que, par exemple, le, la Renaissance, les idées un petit peu qui vont mener à l'évolution de la société, ça vient avec notamment la peste noire. C'est Mais quand même beaucoup plus tard, mais oui. enfin beaucoup plus tard, pardon, j'ai dit la Renaissance, mais pardon, je me trompe un peu, la Révolution, pardon, et la fin des volontés nobiliaires, etc. Les gros changements de société en France, en tout cas, c'est venu avec la peste noire, et, euh, et peut-être dans d'autres pays, hein, je sais pas. Mais est-ce que ici, tu vois, il n'y a pas déjà aussi un petit changement où tu as des roturiers qui disent, bah moi, j'ai fait la croisade comme les autres, j'en suis revenu, ou du moins je suis expurgé aussi. Pourquoi j'ai pas le droit à mon blason? Pourquoi je peux pas parler de moi non plus, etc. Tu vois? Hmm. Il y a Ouais, peut-être eu ça. peut-être, peut-être, C'est peut-être. encore une fois des supputations, des suppositions, je diverge. Verge. Bah, après, quand tu nommes les régions qui ont eu, enfin, qui ont eu droit, en tout cas où sont apparues effectivement les armoiries issues des roturiers, Ah bah les on voit Flandres. quand même aussi que, bah, alors, bah oui, bah merci de citer la Flandre en premier, mais il y a comme la Flandre, le nord de la France, Oui. la Rhénanie, etc. C'est comme des régions qui, urbainement parlant, au niveau de la richesse, etc., ça a été les premières villes avec les chartes, qui ont eu toujours une bonne autonomie, etc., comme des villes, enfin, je parle, enfin, t'as Bruges, Anvers, Bon, on dit ça pour les Flandres, Gand, hein, mais rappelez-vous qu'il y avait le Hainaut, la Picardie et la Normandie dedans, hein, quand même. Hainaut, oui, bah oui, il y a la bonne ville de Mons, etc., tu vois? Mais je veux dire, c'est La comme bonne des ville de régions où Mons. tu vois qu'économiquement parlant, c'est à la fois lié économiquement, mais au niveau, des droits, donc on peut supposer Ouais, mais quand même que tu vois, quand je il y a un quand je lien parle avec des croisades bêtement,
Si tu prends quelqu'un comme, tu vois, justement, tu parles de la Flandre et bah, ça soutient un peu ma théorie, bêtement, ce que tu viens de dire, parce que t'as Robert Ier de Flandre, en fait, qui était le fils cadet de Baudouin V et d'Adèle Oui, de Robert France, et qui est, ouais, Robert le Frison, voilà, et Kay, Robert le Frison, et qui était allé, il me semble, justement, il est allé en pèlerinage en Terre Sainte, et même il me semble qu'il contribue aussi à la croisade, bêtement. Donc Mais tu vois, justement, en fait, cette population qui aurait pu l'accompagner, qui aurait pu venir avec lui aussi, qu'elle soit roturière ou autre, même s'ils n'ont pas emprunté forcément les mêmes chemins, parce qu'on sait que les nobles, eux, ils ont eu le droit, effectivement, ils étaient à, à la fin et à cheval, quoi. à Donc, passer en bataille, et que les autres, ils les ont rejoints par les terres. Mais, oh là là, c'est mais dans tous les cas, caricature. quand tu lèves une armée, t'as pas forcément que des roturiers, entre guillemets, qui avaient vraiment pas de quoi être armés. T'as aussi des roturiers qui ont été armés, à la soldatesque non nobiliaire. Il y avait déjà la Et puis, milice, hein. c'est ça. Les Et milices médiévales, que ce soit dans le nord de la France ou en Flandre, c'est déjà très tôt, hein. En France, oui, j'ai trouvé un document il y a récemment qui citait les premières mentions, c'était sous Louis VI le Gros. Donc, il faudra revoir la date du règne de Louis VI le Gros, mais ça me paraît quand même c'est très récent, quoi. à ne pas Enfin, confondre très, avec très ancien, Louis quoi. le énième, le mangeur de mangue. Ouais. Je l'ai calé, je l'ai calé. Toujours plus. J'ai réussi à caler. Non. Enfin. Bah, je pense on peut s'arrêter là parce que bon, je vois qu'on est reparti sur Ouais, une discussion connexe mais annexe quand même. c'est ça. Connexe et annexe, avec des blagues un peu nulles. C'est ça. Pas d'autres questions? Eh bien, j'ai pas Ah ouais, l'impression. oui, toi, t'es vraiment en train Ah bah, de tout faire Ah oui, j'illustre. non, mais moi, ouais, moi, c'est je sais impressionnant, hein, très tout bien, ce que je vois tu que du trouves, par contre. Courtenay, je vois que du Courtenay, mais je vois un peu de Hainaut, je vois Ça, allez, là, allez, j'ai pris la vas-y, Bourgogne. Ah non, mais on a le temps, hein. Là, s'il est parti à cette vitesse-là, demain à 6 h du matin, on peut se prendre les croissants, ça sera toujours en train de défiler, hein. Parce que vraiment, je te dis, j'ai découvert ça, heu, c'était, enfin, ouais, c'est fou. Tu trouves des trucs Ah, de partout, ah, quoi. Yolande de Hainaut, dit nickel, allez, hop, hein. Donc là, vous Ah, il y voyez, a un vieux Et regardez, il y a paysage 31 et vous pages avez pour ça, lui, hein, juste pour la Bourgogne. c'est ça, il y Juste a pour la 31 Bourgogne. pages. C'est ça. Et dites-vous que l'autre, là, il est capable de déjà voir des armoiries qu'il connaît. Mais il y en a d'autres, Plus ou moins, ouais. il les connaîtra pas, et c'est ça qui est impressionnant, en fait. Ah oui, complètement, Bon, complètement. là, on voit que des Bourgognes. Alors, si Oui, parce que Asmir j'ai était pris la là, Bourgogne. Je suis allé dans la sous-section c'est vrai. Bourgogne. Mais vous C'est vrai, t'es allé pouvez dans la vraiment. sous-section. Parce que là, il est dans une sous-section. Donc dites-vous que si vous trouvez déjà impressionnant le nombre, là, on est juste dans la Bourgogne. C'est ça. On a vu là, j'ai Et fait c'est défiler grand, la la Flandre Bourgogne. juste avant. C'est putain de vaste, la Bourgogne. À l'époque, oui, c'était vaste, tout à fait. On rappelle que nous, on a arnaqué la Bourgogne parce qu'on avait un maréchal hyper fidèle, et François Ier, il a fait: toi, prison. Ça, moi. Je suis désolé, je vois pas comment je peux décrire plus le truc, quoi, vraiment. T'as le mec hyper fidèle, genre, t'as tout le monde qui l'a regardé qui a fait: donc le seul mec de Bourgogne qui nous a pas cassé les noix, qui a été hyper fidèle, etc., on vient de le foutre en tôle pour récupérer ses terres. Oui, y a un problème. Non, non, ça va, c'est bon. Vas-y, retourne te faire. Fais-toi un duel à nous, là, avec Henri VIII, vas-y. Là, tu vois, pour le coup, ça, j'aime beaucoup cette pièce-là. Enfin, cette pièce qui Ouais. est écue. Où en fait, donc, ça, il y a plusieurs, comment a dit Ricky, pas que je le trigger une nouvelle fois. Il y a plusieurs armoiries dessus. Mm. Donc, apparemment, il y a la Flandre, Bien. la Et la France. France? Tac, tac, tac. Il y a l'Artois, la Ça. Bourgogne-Comté. Comme quoi, hein, ceux qui crient au rassemblement Bourgogne-Franche-Comté, en fait, la Bourgogne-Comté existait déjà. Et donc, il y a une légende autour, mais qui est malheureusement brisée sur Ouais, le qui a dessus. malheureusement été, ouais. Parce que c'est un sceau, en fait, qui a été repris. Ouais, j'ai l'impression. Ah oui, t'as quand même de roi de France, Cotès II, Palatine. Ah ouais, c'était pas n'importe qui, quand même. Marguerite de France. Ouais. Ses écus séparés par 2 aigles éployés, et au bas par un dragon. Le tout dans un quadrilobe à redans. Voilà, donc on peut vraiment faire Et quand tu ce vois les genre de, détails ce de la genre de pièce, magnifique. Pardon? enfin, le détail de l'objet, c'est quand même incroyable, hein. Tu dis quand même, Ah il y ouais, ouais. avait C'est fou, hein.
Ah, parce que c'est quelque chose enfin, c'est une grosse pièce de monnaie, quoi. C'est quelque chose. Enfin, c'est. Non, mais ça, ça, je suis même pas sûr que ce soit une pièce de monnaie, hein. Pour moi, Non, c'est non, un mais sceau, ça. oui, oui, c'est un sceau, mais je veux dire en termes de taille, c'est une grosse pièce de monnaie, quoi. En termes de taille, si vous Ouais. voulez vous Ouais, oui, signifier, oui, pardon, c'est. excuse-moi. On est, ouais, on est sur la taille en gros, d'une prise électrique, quoi, en termes d'empreinte maximum. Donc c'est vraiment, C'est ça. c'est vraiment petit, quoi. T'imagines le détail des moules à l'époque. Bah, est-ce que Après, on dit le détail des moules à l'époque. Bon, aujourd'hui, quand tu regardes, tu regardes sur une pièce de 1 euro, il y a une finesse aussi de fou. Oui. Mais Oui, là, 2025. effectivement, on n'a pas les mêmes techs, quoi. C'est ça, Tu vois. exactement. Exactement, exactement. Oui, mais c'est surtout dans. Enfin, je pense que. Regarde les parfois, on espèces de s'étonne encore de cette de grosse- mini rosaces, Ici, là. les petites croix là. Ouais, voilà, ça, exactement ça. On Ça a Ouais, me vu. mais tue. regarde, je pense qu'on s'étonne toujours de ce genre de détails parce qu'en fait, malgré qu'on. Enfin, je pense qu'on est un public averti, on sait que le Moyen-Âge, bah, c'est pas le sombre Moyen-Âge avec Jacouille tout en brun Ouais, putain, quel enfer et ça. etc. Tu vois, mais finalement, malgré qu'on soit un public averti, on reste toujours, entre guillemets, coincé dans cela aussi. Et c'est pour ça qu'on Alors est oui, toujours aussi étonné de voir ce genre de pièces, tu vois, même si on oui, essaie à la de s'en fois, et à la détacher. fois, tu vois, honnêtement, aujourd'hui, tu me files des pièces ciselées comme ça. Bah, je préfère largement ça au truc à la con qu'on a. Voilà, je le dis. Voilà, et c'est Eddie, pareil, les timbres poste, ça peut être aussi beau que tu veux. Moi, je veux des gros cachets de cire qui disent ça a été envoyé, et je veux bien payer 2 euros pour des cachets de cire comme ça. Voilà, m'en branle alors, des timbres poste, moi. c'est même pas ça que tu souhaiterais avoir. C'est le fait de avoir ton anneau sigillaire, mettre ça dans la cire et le mettre. Vraiment, faut dire ceci est mon droit et ma charte. Allez hop, ça emballe et c'est pesé. Tellement, tellement. En tout cas, merci encore une fois à Dizrak, merci à Andrew aussi, merci à tous les gens qui étaient là sur Discord ce soir, et puis merci aux gens qui s'attarderont sur cette vidéo YouTube, qui certes va durer un petit peu de temps. On sait que c'est des formats qui sont un petit peu désuets aujourd'hui, avec le fait que ça puisse durer 45, 1 heure, mais voilà. On est plutôt sur plus d'une heure là en ce moment. C'est pas grave, c'est pas grave. On mettra tergiversation On a, en ouais, nom ça, de on a, chapitre. on a divagué. Dès qu'on aime, on ne Divergence. compte pas. Donc, Exactement. Bien, merci à vous surtout de m'avoir permis de faire cette présentation et puis passez une bonne soirée merci. ou une bonne journée pour ceux qui nous regarderont. Voilà, bonne en soirée, journée. bonne soirée. Vraiment. Ah, je vois, vous êtes un roturier, vous. C'est ça, ouais. Toi, t'as pas encore d'héraldique, toi, c'est ça. Allez, bonne soirée. Salut.